C'est avec grand plaisir qu'on va vous parler des nouveaux traitements dans le cancer du sein avec Patrick. Ça a été un petit peu difficile, comme le disait Nicolas, de synthétiser en 10 minutes les traitements dans le cancer du sein, parce que c'est un sujet qui est bien vaste et bien complexe. Pour ma part, moi je vais surtout vous parler de généralité, vous parler de la biologie moléculaire dans le cancer du sein. Et ensuite, j'ai décidé de vous parler de deux sujets qui, à mon avis, ont beaucoup évolué ces 10 dernières années dans le cancer du sein. C'est à la fois l'élargissement des indications de chimiothérapie première. Donc nous, on appelle ça la chimiothérapie néoadjuvante. En fait, on commence par traiter les patientes qui ont un cancer du sein par une chimiothérapie et comprendre pourquoi on élargit les indications. Et deuxièmement, pour la chirurgienne que je suis, je vais quand même vous parler de la gestion du creux axillaire, parce qu'on assiste depuis pas mal d'années à une désescalade dans la chirurgie du creux axillaire. Donc, en introduction, comme Nicolas, je vais vous présenter quelques chiffres qui malheureusement datent déjà beaucoup, parce que ce sont des chiffres qui viennent du registre du cancer, qui date de 2014, sur la situation du cancer du sein en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez que c'est le premier cancer de la femme. La situation, elle est mondiale. Elle concerne 140 nouveaux cas par an, versus 59 000 en métropole. Donc on a une petite population de patientes avec des cancers du sein. L'âge moyen au diagnostic, il est de 54 ans, donc il est superposable à celui de la métropole également. Et enfin, évidemment, le diagnostic de cancer du sein, il est plus souvent découvert à un stade symptomatique en Nouvelle-Calédonie. 44% des patientes, chiffre qu'on comprend aisément vu l'éloignement de beaucoup de patientes, notamment des îles ou de la province Nord, à des centres de dépistage pour accéder à une mammographie. Les facteurs de risque, je vais quand même vous les rappeler parce qu'ils sont vraiment très importants. Essentiellement, les antécédents personnels et familiaux. Donc, c'est très important en consultation de poser la question aux patients. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Parce qu'on va cibler la population qu'il va falloir surveiller de plus près. Les prédispositions génétiques, donc 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires. On va rechercher des mutations BRCA1, BRCA2 qui prédisposent au cancer du sein. C'est des mutations qui sont connues. Ces patientes, une fois qu'on les aura dépistées, mutées, on va pouvoir les surveiller de manière très rapprochée. On va effectuer des IRM mammaires annuels. On va leur proposer une chirurgie prophylactique parce qu'elles ont un énorme risque de faire un cancer du sein au cours de leur vie. Et on va aussi leur proposer une chirurgie prophylactique ovarienne dès 40 ans. C'est important de cibler ces patientes parce qu'on sait qu'on a aussi un arsenal thérapeutique pour ces patientes mutées. Patrick vous en parlera. Les patientes qui sont métastatiques et qui sont mutées, on va pouvoir leur proposer des traitements, notamment les inhibiteurs des PARP, dont Patrick vous parlera tout à l'heure. Ensuite, il y a l'exposition aux hormones, évidente, et puis les facteurs exogènes qui sont très importants en Nouvelle-Calédonie, le tabac, l'alcool et le surpoids. Là, c'est une diapo qui est assez essentielle pour comprendre en fait comment ça se passe actuellement quand on découvre un cancer du sein. En fait, la patiente va être biopsiée par le radiologue et en fait, elle va venir à notre consultation et en fait, nous, dès la consultation d'annonce, avec juste sa feuille de biopsie, on va pouvoir d'emblée quasiment dérouler toute la thérapeutique de la patiente parce qu'on va se baser sur ces marqueurs. Ces marqueurs qui sont ici récapitulés dans ce tableau, c'est vraiment les marqueurs, la carte d'identité du cancer. Je dis toujours ça aux patientes quand je les vois en consultation. C'est la carte d'identité de votre cancer, c'est pas celui de la voisine et de la grand-mère, c'est le vôtre. Et en fait, en fonction de cette carte d'identité, on va faire tel ou tel traitement et dans un ordre différent. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le grade tumoral. Donc ce grade tumoral, c'est la différenciation de la tumeur, et ça va de 1 à 3. Ensuite, on va regarder l'index mitotique. L'index mitotique, c'est un index de prolifération cellulaire, ça s'appelle le Ki-67. Et cet index, en fait, il faut qu'il soit inférieur à 15%. S'il est à plus de 15%, on considère qu'il est élevé. Ensuite, on va regarder l'hormonosensibilité du cancer. Donc en fait, on va voir si ce cancer il est sensible aux hormones de la femme, que sont l'œstrogène et la progestérone. Facteur très très important. Et ensuite, on va regarder un marqueur qui a un nom bizarre, qui s'appelle l'HER2.
on va voir s'il est surexprimé. Cet HER2, c'est une protéine qui est située à la surface des récepteurs des cellules tumorales et qui va jouer un rôle dans l'activation de la croissance tumorale. Donc on va bien comprendre que si cet HER2 il est surexprimé, il y aura une plus grosse croissance tumorale. Et enfin, on a d'autres marqueurs qu'on ne fait pas en routine, mais ça sera sûrement l'avenir. Aussi, Patrick vous en parlera tout à l'heure, c'est la voie des PI3K et mTOR. Donc une fois que la dame elle a fait sa biopsie, qu'on a vu toutes ses caractéristiques, on va pouvoir classer la tumeur dans une classification qui s'appelle moléculaire. Cette classification moléculaire, je vous l'ai résumée sur ce tableau. Donc très simplement, vous voyez, il y a 3 gros groupes de tumeurs. Il y a les tumeurs qui sont hormonosensibles, RH+, et HER2-. Et en fait, on a 2 sous-groupes, ce sont les sous-groupes luminal A et luminal B. Vous voyez que ce sont donc des tumeurs qui sont très hormonosensibles, qui ont des récepteurs hormonaux qui sont très positifs. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais le seuil, c'est 10%. Donc, c'est souvent des patientes qui ont des récepteurs hormonaux qui sont à 80-100%. Elles ont un HER2 qui est négatif. Et par contre, la seule chose qui va être différenciée dans les 2 groupes, c'est le Ki67, qui sera faible dans le luminal A et élevé dans les luminal B. Ensuite, on a le groupe des tumeurs HER2 surexprimées. Donc ces tumeurs HER2 surexprimées, elles sont plus ou moins hormonosensibles. Et enfin, pour terminer, le 3e sous-groupe qui est connu, c'est le groupe qui est RH-, HER2-, c'est-à-dire les tumeurs qu'on dit triple négatives. Vous avez sûrement tous dû en entendre parler. C'est des tumeurs qu'on retrouve plus fréquemment chez les femmes jeunes et chez les patientes mutées. Cette classification moléculaire, elle va avoir un impact pronostique. En fait, dès le diagnostic de cancer, on va pouvoir dire aux patientes, c'est pas toujours facile à dire, mais ça, c'est nous qui le savons en tant que praticiens, on va savoir que les tumeurs luminales A, on voit très bien sur le schéma, elles ont un pronostic qui est bien meilleur que celles qui sont luminales B, HER2 ou triple négatif. Basal, c'est les tumeurs triple négatives. Et pareil pour la survenue de métastases à distance. Vous voyez que en fait, cette classification moléculaire, elle est vraiment corrélée au pronostic. Ça va aussi nous donner une information sur la réponse au traitement. C'est-à-dire qu'on sait que les tumeurs qui sont très hormonosensibles, ça paraît être évident, mais elles sont moins bonnes répondeuses à l'hormonothérapie, à la chimiothérapie. Donc, quel est l'intérêt d'aller faire une chimiothérapie à une patiente qui a une tumeur qui est très hormonosensible et qui a donc des index de prolifération faibles? Il y a peu d'intérêt. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un outil qui est très important et on l'utilise en permanence en réunion de concertation quand on se réunit. Donc, ça va nous amener à discuter de pourquoi commencer par une chimiothérapie. Alors, la patiente qui d'emblée, dès le diagnostic de cancer du sein, on sait qu'elle va avoir de la chimiothérapie parce qu'il y a un grade élevé, parce qu'elle est récepteur hormonal négative ou parce qu'elle a déjà une atteinte ganglionnaire. On sait que cette dame, on va lui dire d'emblée, vous allez peut-être être opérée, mais vous allez avoir de la chimiothérapie. Et pourquoi ça peut être intéressant de commencer par ce traitement? Alors, le premier facteur, nous en tant que chirurgiens, c'est de réduire le volume tumoral. Ça paraît être évident qu'une patiente qui a un petit sein, qui a une tumeur de 3 cm dans un cadran interne mal situé, l'opérer d'emblée, on sait que les résultats esthétiques seront bien moins intéressants que si on l'opère après la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, elle va, dans beaucoup de cas, va réduire le volume tumoral et nous, on va pouvoir opérer dans des bonnes conditions. Ensuite, deuxième avantage, commencer plutôt le traitement systémique. Après tout, pourquoi attendre de l'opérer, de la revoir en post-op? Finalement, souvent, ça prend au moins 2 mois. Pourquoi pas commencer par la chimiothérapie? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur ce sujet. Et en fait, essentiellement, il a été montré que c'était uniquement pour les tumeurs triple négatives qu'il y avait un intérêt à commencer la thérapie adjuvante dans les 30 jours qui suivent les biopsies, parce que ce sont des cancers qui sont très agressifs. Et ensuite, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est en fait on a en ce moment, beaucoup d'articles paraissent sur ce sujet, c'est la réponse histologique complète. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que notre chimiothérapie, elle va avoir une incidence sur la tumeur. Est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que la tumeur, elle répond à la chimiothérapie? Ça, c'est vraiment quelque chose dont on discute tout le temps en RCP et qui est vraiment quelque chose de très important. Et vous voyez, le petit schéma que je vous ai mis ici, en fait, ça vous montre qu'on a vraiment changé de démarche intellectuelle. Au départ, on opérait les cancers du sein, même si on savait qu'elles allaient bénéficier d'une chimiothérapie.
on les opérait, et puis après, on surveillait les patientes, et puis avec un risque éventuel de rechute. Maintenant, on a changé. On commence par la chimiothérapie, on opère les patientes, et on voit s'il y a une maladie résiduelle. S'il y a une grosse maladie résiduelle, c'est qu'a priori, notre traitement n'a pas très bien fonctionné. Donc déjà, ça classe la patiente dans une population qui est plus à risque de rechute. D'accord ? Et donc, parfois, on est amené à modifier nos traitements parce qu'à la chirurgie, la réponse n'était pas bonne. Donc là, vous voyez l'impact pronostic de la réponse histologique complète de la chimiothérapie néoadjuvante sur la survie globale. Vous voyez les deux courbes. En cas de réponse histologique complète, on a une différence qui est nettement significative sur la survie sans récidive et la survie globale. Et là encore, ça va dépendre de nos sous-types histologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous les ai mis en jaune parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de diagrammes, mais vous voyez que les populations qui nous intéressent, les populations qui sont HER2 surexprimées, HER2 surexprimé, récepteur hormononégatif ou triple négatif, vous voyez que la différence est nettement significative entre les patientes qui ont été bonnes répondeuses ou mauvaises répondeuses. Donc je vous ai cité un cas particulier, Patrick vous en reparlera tout à l'heure, les patientes qui ont des tumeurs HER2 3 croix, c'est souvent des patientes par qui on va commencer de la chimiothérapie. On leur donne, en association à la chimiothérapie, de l'herceptine. Et en fait, si elles ne sont pas bonnes répondeuses après la chirurgie, si on voit qu'il reste beaucoup de maladies résiduelles, on va changer la thérapeutique. On ne va pas continuer l'herceptine pendant 1 an, mais on va changer de molécule et adjoindre par exemple du Kadcyla, qui est un anti-TDM1. Donc ça a vraiment une utilisation très importante pour les patientes. Et enfin, donc, dernier topo pour moi, la gestion du creux axillaire. Donc, juste rapidement, dans la chirurgie du creux axillaire, nous, la technique qui a complètement révolutionné les choses, c'est la technique du ganglion sentinelle. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'effectue. C'est une technique qui utilise la double détection, à la fois colorimétrique, on va injecter du bleu dans le sein, et aussi on utilise la médecine nucléaire, normalement en métropole. Alors malheureusement ici en Calédonie, on ne peut pas utiliser cette médecine nucléaire, on est d'ailleurs très embêté à cause de ça, parce qu'on ne l'a pas sur le territoire, donc on n'utilise que la technique colorimétrique qui marche très bien, mais qui demande quand même de l'expérience. Et donc cette technique du ganglion sentinelle, elle a complètement révolutionné les choses, parce qu'on a, on a beaucoup moins fait de curage axillaire. C'est très bien pour les patientes, parce qu'on sait que le curage est beaucoup plus morbide. Et donc les indications ont été très élargies à tel point qu'on fait quasiment des ganglions sentinelles à tout le monde actuellement. On a très peu d'indications de curage. Les seules indications, je vous les ai mises là, c'est les tumeurs qui sont d'emblée très volumineuses, des tumeurs inflammatoires ou une patiente qui d'emblée a un ganglion palpable, qui est biopsié, qui est positif, ou un échec de détection lors de la chirurgie. Donc en fait, on a très peu d'indications de curage d'emblée. Et en fait, ce qui a permis aussi une grosse désescalade dans les indications de curage axillaire depuis 10 ans, c'est cette étude. C'est une étude américaine qui s'appelle ACOSOG Z011. Et cette étude a vraiment bouleversé les choses parce qu'elle nous a mis en évidence que, en fait, faire un curage complémentaire quand on avait un ganglion sentinelle qui était atteint n'apportait pas de bénéfice en termes de survie globale pour les patientes. Normalement, quand on opère quelqu'un, on faisait la technique du ganglion sentinelle, on faisait un examen extemporané du ganglion sentinelle, et s'il était positif, on faisait un curage. Et bien là, en fait, grâce à cette étude, on ne fait plus d'examen extemporané, on fait notre ganglion sentinelle, on l'envoie en analyse, on revoit la patiente avec les résultats, et si elle a moins de 2 ganglions sentinelles positifs, donc micro-macro-métastatiques, on ne va pas forcément la reprendre pour un curage. Il faut quand même que ça soit ciblé sur une certaine population de patientes, ce n'est pas du tout venant, c'est des patientes qui ont des tumeurs qui sont quand même T1, T2, donc qui ne sont pas très grosses, qui sont sans ganglion palpable, et c'est des patientes qui vont bénéficier d'une radiothérapie et d'une chimiothérapie. Donc ça cible quand même une certaine population de patientes, mais ça a quand même beaucoup changé nos pratiques. Et donc là aussi, cette étude a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la survie sans récidive et la récidive axillaire à 10 ans. Autre étude dont je voulais vous parler, et c'est comme ça que je terminerai mon topo, c'est aussi cette étude AMAROS, qui est une étude multicentrique de phase 3 de non-infériorité, qui a aussi voulu montrer en fait l'apport de la radiothérapie axillaire par rapport au curage axillaire quand le ganglion sentinelle était positif. Et là encore, c'est très intéressant parce qu'on voit que la survie globale et la survie sans récidive à 5 ans, on n'a pas de différence significative.
Très important aussi, on a montré que finalement, le curage axillaire était beaucoup plus morbide qu'une radiothérapie axillaire, avec un taux de lymphodème qui était beaucoup plus important. Et on voit que même chez les patientes qui ont bénéficié d'un curage axillaire, 33% de ces patientes avaient des ganglions qui n'étaient pas sentinelles mais qui étaient positifs. Donc ça veut dire qu'on avait opéré les dames, on leur avait laissé des ganglions positifs. Et chez ces patientes-là, en fait, la récidive axillaire à 5 ans, elle est la même quasiment. Donc ça montre que dans le futur, on va probablement arrêter presque de faire des curages axillaires et qu'en faisant de la radiothérapie et de la chimiothérapie, finalement, on n'a pas plus de récidives pour ces patientes-là. Cet essai, malheureusement, était un peu sous-dimensionné et donc il y a en ce moment 2 grosses études anglaises et françaises qui vont, on l'espère, pouvoir nous apporter assez d'arguments pour que ça soit dans nos guidelines officiels et que ça soit un outil pour nous en réunion de concertation pluridisciplinaire pour les patientes. Et voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Lucas.